Salut à tous, j'espère que vous allez bien après ce week-end heureux. Nouvelle semaine, nouvelle victoire du Barça, nouvelle FAQ. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur Instagram. En story, vous savez, à chaque match, je poste une petite boîte à questions. Puis vous êtes nombreux, là, il y en a 150 questions. Donc évidemment, je ne pourrai pas tout prendre, vous le savez bien. Je vais essayer d'en prendre un maximum. Je vais essayer de faire des réponses pas trop longues, comme ça je pourrai en prendre beaucoup. Ça va être compliqué, je sais. Avant de commencer cette vidéo, je serai en live ce soir sur Twitch, Compète, Club Pro. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, on se fera un petit live, 21h, je sais pas si j'ai dit l'heure, 21h. On commence tout de suite avec la question de Louane qui dit « Pourquoi on roule sur tout le monde ?» C'est une bonne question, Louane. Bon, dit comme ça, c'est difficile à résumer, mais changement de coach, changement de mentalité, confiance, un petit peu de réussite aussi, un petit peu de chance qui fait que tu réussis quand même pas mal d'actions. Bon, le changement de coach, changement de tactique, tout ça. Sur certains points, mise en confiance des joueurs par le staff, par le jeu proposé aussi probablement qui apporte du bonheur aux joueurs, ça les met en confiance, je ne sais pas, mais dès les premiers matchs, de toute façon, on a vu une différence dans le jeu. Donc voilà, tout ça mélangé, parce qu'il n'y a pas vraiment de nouveaux joueurs, mis à part Dani Olmo et Casado qui s'est rajouté aussi dans l'équipe, mais sinon, rien de neuf. Rien de neuf. Mais des joueurs, certains joueurs qui ont élevé leur niveau considérablement aussi. Inigo Martinez, par rapport à la saison dernière, c'est largement mieux. Koundé était très fort la saison dernière, mais il est un peu plus fort là. Rafinha, c'est le jour et la nuit quand même. Même si on a vécu une bonne fin de saison de Rafinha la saison dernière, mais quand même, Rafinha, voilà. Puis Lewandowski aussi. Grosse différence avec Lewandowski qui enchaîne but sur but. Sur les 5 derniers matchs, là, il met que des doublés, des triplés. Qu'est-ce qui se passe, frère? Donc, il y a une énorme différence aussi d'efficacité entre la saison dernière et cette saison. Et Lewandowski aussi, gros changement par rapport à ça. Et ça, c'est peut-être la confiance, peut-être psychologiquement, mais aussi la mise en place tactique qui change aussi, qui met les joueurs peut-être dans les meilleures conditions. En tout cas, certains joueurs sont mis dans de meilleures conditions pour performer peut-être. Ce sont des suppositions que je donne, mais après, je ne sais pas si c'est réellement ça, mais je parierais sur ces points-là, quoi. Abdel qui dit, c'est donc ça les Galacticos. C'est pas gentil, Abdel. Oui, mais c'est souvent ça, vous savez, quand sur le papier, il y a une équipe qui a des stars, on va dire. Et c'est pour ça que moi, ce football-là, je n'y adhère pas vraiment. Que je préfère un football, une philosophie, concrètement plutôt d'une équipe d'un club comme le Barça, où on va chercher des joueurs qu'on a formés depuis tout petit à notre philosophie de jeu. Je préfère ça que d'aller acheter une star par-ci, une star par-là, mettre 180, 200 millions sur des joueurs. Alors évidemment que des fois tu es obligé d'aller acheter des joueurs. On va pas cracher sur par exemple la MSN. Suarez et Neymar qui ne sont pas du club, tu vois. Donc on a dû acheter, mettre un petit peu d'argent pour les acheter. Il y a toujours besoin d'acheter des joueurs comme ça, des Ronaldinho à une époque, des Rivaldo, des Neymar, des Suarez, des mecs comme ça, hein, j'en passe. Daniel Alves par exemple, souvent des Brésiliens. Mais il y a besoin, tu vois. Victor Roque, non, ça va, je rigole. Mais il y a besoin souvent d'aller chercher des mecs comme ça qui vont faire des différences dans ton collectif, des joueurs que tu ne peux pas former, que tu n'as pas. Des talents que tu n'as pas dans ton centre de formation, mais généralement moi je suis plus team Masia, évidemment, et la réussite du club passera par la Masia, comme on est en train de le montrer là et comme on l'a montré par le passé. Ensuite on a Amine qui dit le top 3 mondial vient de prendre une leçon de foot. Hans-Dieter Flick, quel bonhomme. J'ai pas trop compris, le top 3 mondial c'est le Real ou c'est le Real, le Bayern et une autre équipe? Ou c'est nous, peut-être aussi. Bon, le top 3 mondial, tu veux dire peut-être le Real. Je ne sais pas, j'ai pas la ref du top 3 mondial parce que tu l'as mis entre guillemets comme si quelqu'un avait dit le Real est top 3 mondial. J'en sais rien. Peut-être tu parles aussi du Ballon d'Or, j'en sais rien. J'avoue que, Amine, j'ai pas la ref dans ma tête là. Mais oui, Flick vient de donner une leçon de football à Ancelotti déjà. Ancelotti, je suis pas un grand fan d'Ancelotti tactiquement parlant. Je trouve pas Ancelotti très bon. Mais bref, et ce Real non plus au final. Donner une leçon tactique à Ancelotti et au Real Madrid et à compagnie et au Bayern en une semaine, ou même plutôt en quelques jours, franchement c'est très fort. Et effectivement, quel bonhomme. Sacrément couillu notre coach quand même. Par rapport à la ligne défensive haute et tout, voilà. Ensuite, on a Gary qui dit « On fait quoi maintenant qu'on a peur de personne? On peut enfin être heureux. On a le droit, café ?» Tu as le droit de tout, Gary. Tu as le droit d'être heureux, évidemment. On a tous le droit d'être enfin heureux. Pour ceux qui supportent le Barça depuis pas mal de temps maintenant,
Vous savez, c'est un peu compliqué. Maintenant, comme je l'ai dit, hein, je préfère rester mesuré dans mon ressenti, dans ce que je dis, tout ça. Il faut que j'apprenne à être un peu plus mesuré, parce que c'est vrai que par le passé, moi, je me suis un peu enflammé, un peu trop par moment. Et le délire de le retour du Barça, tout ça, du grand Barça, j'y ai déjà cru plusieurs fois depuis que j'ai créé ma chaîne. Et au final, c'était pas le cas. Et après, derrière, je me suis pris la vérité en pleine tronche. Donc, moi, je préfère être un peu plus mesuré, pas me faire trop de fausses joies. Maintenant, c'est clair que là, le Barça est très très fort cette saison. Il faudra que ça dure toute la saison maintenant, parce que les gars, on est le 28 octobre, donc on est quasiment en novembre. Mais voilà, la saison est longue. La saison est longue, donc on fait quoi maintenant qu'on a peur de personne? Ben on enchaîne. On enchaîne et on confirme. On confirme notre bonne forme, battre tous les adversaires, un maximum de victoires, maximum de buts. On essaie de gérer les joueurs pour les garder en forme tout au long de la saison. Voilà, je sais pas quoi faire d'autre. Hein. Et nous, on a juste à profiter de ça pendant que ça dure, parce qu'on sait que moi, par exemple, je dis ça parce que je repensais la dernière fois à toute la période Guardiola. Et on en revient toujours à ça un peu, de toute façon. Tous les supporters du Barça, depuis des années, on en revient toujours au même, à dire Guardiola, l'époque Guardiola, Xavi, Iniesta au milieu, Messi, tout ça, le prime du Barça. Et je me faisais la réflexion et je me disais qu'en fait, on a vécu ça, pour ceux qui l'ont vécu, on a vécu ça, mais on ne le vivra jamais plus en fait. Parce que cette période-là était largement plus violente que celle de maintenant, par exemple, dans le sens où vraiment toute l'Europe avait peur du Barça et toute l'Europe était à nos pieds, on va dire. Même si on n'a pas gagné tous les ans la Ligue des Champions, on n'a pas gagné 4 ans d'affilée avec Guardiola, il a gagné seulement 2 fois en 4 ans. Mais à chaque fois qu'on jouait contre des adversaires, il posait le bus, tout le monde avait peur du Barça. Il y avait vraiment une supériorité monumentale du Barça sur absolument toutes les équipes. Il y a quasiment aucune équipe qui était supérieure à nous pendant cette période. Et c'était fou quoi. Et je me disais, on revivra jamais ça, parce que t'avais des joueurs exceptionnels sur le terrain qui étaient les meilleurs de leur génération probablement. Et donc tu peux pas revivre ça exactement. Voilà, c'est pour ça que je dis, il faut en profiter. Il faut en profiter parce qu'après la période Guardiola, ça a été un peu plus compliqué. Période, des petites périodes Tata Martino qui étaient un peu compliquées. Bon, on avait quand même une équipe très monstrueuse, donc ça allait. Luis Enrique, après c'est la MSN, tout ça. Mais après il y a eu Valverde, on a continué un peu à gagner. Tout ça, surtout en Liga, mais c'était plus compliqué. Koeman, la période Xavi au final, il y avait des moments de joie, mais des moments aussi de grande désillusion. Donc voilà, tant que le Barça gagne et qu'on prend plaisir à regarder, moi si je dois donner un conseil, c'est ça, c'est juste de profiter. Profiter du bonheur tant que ça dure. Parce que le football c'est des cycles, on le sait. Ensuite on a Mobala Godoux. Ça y est, tu vois, je réponds à ta question frérot. La dernière fois tu m'as dit t'as pas répondu et tout, j'étais le premier. Là tu es peut-être le 20e. Je te réponds quand même. La question est intéressante en plus, donc voilà. Salut Café, donc salut. Que penses-tu de ce bloc haut? Au final, ça paye même contre les grosses équipes. C'était le débat, c'était la grande peur des supporters, parce que je dis ça non pas pour critiquer, hein, mais c'est ce qu'on voyait vraiment, c'est ce qui revenait souvent sur les dernières semaines, que notre jeu, notre manière de défendre avec une ligne aussi haute, c'était suicidaire, et que face aux grosses équipes, avec des joueurs rapides comme le Bayern, comme le Real Madrid, on pouvait pas jouer comme ça. La plupart des supporters ou des spectateurs, parce qu'il y a des supporters d'autres équipes, quoi, qui disaient ça, je les comprends. Parce que concrètement, dans le football actuel, dans le football moderne, on ne voit pas beaucoup ça. On ne voit pas beaucoup d'équipes qui jouent le hors-jeu à la ligne médiane du terrain, à moitié du terrain. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, Flick est très couillu, parce que oui, il faut avoir de sacrés coronesses pour jouer comme ça. Et comme je l'ai dit aussi, les défenseurs, accepter et le faire aussi bien de jouer comme ça, faut être sacrément aussi courageux. C'est pour ça que je dis qu'on souligne pas assez nos défenseurs, parce que jouer de cette manière, défendre de cette manière, c'est pas évident. Que les défenseurs soient monumentaux, que ce soit le meilleur défenseur du monde ou le pire défenseur du monde, cette manière de défendre là, elle est évidente pour aucun défenseur, peu importe le niveau. Et donc jouer comme ça, faut être sacrément courageux. Donc de la part du coach, de la part des défenseurs, de toute l'équipe, c'est fort. Très très fort. Maintenant, je l'ai souligné, et ça m'est venu pendant que je faisais l'analyse en fait hier. Et c'est vrai que je me faisais cette réflexion, mais il fut un temps dans le football d'avant, on va dire, quand il n'y avait pas la VAR, quand il n'y avait pas le hors-jeu, que tu pouvais pas vérifier tout ça, c'était pas possible de jouer comme ça. Il y en a qui jouaient le hors-jeu, évidemment, ça jouait, tu regardes dans le football vraiment à l'ancienne, dans les vieilles images, les Pays-Bas des années, je ne sais plus quand, le football total, quand tout ça a démarré vraiment, toute cette philosophie de football, on va dire, il y avait le hors-jeu, il y avait tout le bloc qui attaquait, qui défendait. Bon, tu voyais comment c'est
c'était, tu vois certaines images, c'est marrant en vrai. Tu vois, on dirait que c'est n'importe quoi sur le terrain. Mais t'avais des équipes qui jouaient leur jeu comme ça. Mais bon, dans le football un peu plus moderne, on va dire, mais avant la VAR, c'est très compliqué de jouer comme ça parce que c'est très risqué. Parce que quand ça se joue à quelques centimètres, bah soit l'arbitre va pas le voir. Oui, on va dire l'arbitre va pas le voir. Donc tu vois, il va pas siffler forcément le hors-jeu. Donc ça va marcher de temps en temps et c'est compliqué. Maintenant, il faut aussi profiter de cette technologie et le Barça et surtout Flick qui met en place ça, en profite, joue de ça quoi. Profite de cette technologie, on va dire, pour mettre en place cette manière de défendre qui est certes risquée, mais qui fonctionne quand c'est très bien appliqué. Il faut avoir les défenseurs aussi pour bien l'appliquer. Il faut avoir des défenseurs très concentrés, des défenseurs qui ont un QI football et une lecture du jeu presque parfaite, en tout cas de très haut niveau. Et voilà. Et c'est ce qu'on a actuellement. Donc on verra avec le retour des blessés, on verra avec Ronald aussi. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. On m'a dit ça, je crois, dans les commentaires, tout ça. Il y a quelques commentaires qui parlent de ça. Est-ce que Ronald pourra s'adapter à cette manière de défendre? Je ne sais pas. J'en avais déjà parlé. Je ne sais pas. Concrètement, j'espère que oui. De ce qu'il a montré, Ronald, c'est un défenseur qui ne défend pas en avançant. C'est un défenseur qui défend en reculant. Donc qui couvre généralement le hors-jeu. On m'a déjà dit aussi, oui, mais Ronald, il a jamais joué sous Flick, donc on ne sait pas. Mais Cubarsí n'avait jamais joué sous Flick et pourtant il défendait en avançant déjà depuis qu'il a la Masia. Soit tu défends d'une certaine manière, soit tu défends pas d'une certaine manière. Et voilà, donc on verra si Ronald il arrivera à le faire, si ça sera naturel pour lui, si il aura ces automatismes là, ce réflexe comme peut l'avoir Cubarsí. Vous l'avez vu souvent et on l'a déjà vu la saison dernière aussi. Je tiens à le préciser, c'est pas uniquement Cubarsí qui défend comme ça sous Flick. Cubarsí défend comme ça. Il fait déjà ça. Il faisait ça avec l'Espagne, les U17 pendant la Coupe du Monde des U17 il y a 2 ans peut-être. Il faisait ça avec le Barça B, il faisait ça à la Masia, il faisait ça sous Xavi et il fait ça sous Flick. C'est sa manière de défendre. Quand il va voir que l'équipe elle est alignée, il va mettre hors jeu le type, il va avoir les 2 petits pas en avant qui vont faire qu'il va mettre le gars hors jeu. Est-ce que Ronald ferait ça ou est-ce qu'il courrait vers le gars pour justement l'empêcher d'aller au but plutôt que de jouer intelligemment et de le mettre hors jeu? Je ne sais pas. C'est la question que je me pose. Mais on verra quand il sera de retour. Ensuite, Yann qui dit, ton avis sur l'entrée de De Jong, je l'ai trouvé bonne moi, mais pas tout le monde a aimé. Si, moi je l'ai trouvé bonne. Son entrée aussi, elle a stabilisé l'équipe, elle a fait la différence, ça a permis aussi Pedri de jouer plus haut. Et c'est ça aussi qui a fait la différence. Il y en a qui disent, Frenkie De Jong a tout changé. Oui, son entrée a tout changé parce qu'elle a replacé aussi Pedri plus haut. Il y a des différences comme ça, parce qu'évidemment, si tu sors, par exemple Pedri, ou même Casado, sors un des deux là et tu fais rentrer Frenkie De Jong et tu gardes Fermin haut, tu auras toujours ce même problème. Donc évidemment la sortie de Fermin et l'entrée de De Jong fait énormément de différence, mais parce qu'on a aussi replacé Pedri plus haut et qu'il a eu cette qualité de conservation de balle et cette qualité technique un petit peu plus haut sur le terrain, ce petit truc en plus qu'il nous fallait, cette qualité dont on avait besoin plus haut sur le terrain. C'est ça aussi qui a fait la différence. Après je t'avoue que j'ai vu personne dire qu'ils n'ont pas aimé l'entrée de Frenkie. J'avoue, il y a eu beaucoup de bruit là-dessus, beaucoup de fans de Jong aussi qui en ont profité pour voilà, Frenkie De Jong il est de retour, je vous l'avais dit. Mais voilà, c'est très bien. Frenkie De Jong a fait une très bonne rentrée. Je l'ai senti concerné. Moi, là où je l'attends, c'est pas de faire des passes, tout ça. Oui, faire des passes, lâcher son ballon en une touche, tout ça. Ça, je l'attends. Mais surtout, ce que j'attends, c'est de voir son comportement sans ballon. Et j'ai bien aimé. Il a mis un petit peu d'agressivité, tout ça. Il est allé au pressing, le premier ballon qu'il touche, je crois. Où il va dessus, disons, qui joue. C'est une récupération directe sur Vinicius où il est assez agressif. Moi, c'est parfait. Moi, ça me convient. J'aime bien son entrée. Maintenant, il faudra voir quand il sera vraiment à 100%, mais il va forcément apporter à cette équipe. C'est une évidence. Frenkie De Jong est un joueur excellent, mais il doit simplifier son jeu, tout simplement. Ensuite, on a Pierrot qui dit Iñaki Peña a attendu le bon moment pour sortir son meilleur niveau. Ouais, Iñaki il a fait son match, hein, franchement. On en a parlé pendant le débrief. Iñaki, monumental. Hein. Il a sorti les bonnes parades quand il fallait, au moment où il fallait. Et il a été plus que confiant sur ce match, je trouve. La plus grosse parade qu'il fait, alors je crois qu'il y a hors-jeu, mais la parade où Mbappé fait une passe pour Bellingham, là. Bellingham tacle, il arrête comme ça du bras sur la ligne. Incroyable. Celle-là, en fait, je me suis dit, voilà. Même s'il y a hors-jeu, ça va tellement le booster, sa confiance, ça va tellement le mettre en confiance qu'après direct je me suis dit, j'ai eu la confiance. Vous savez, des fois on regarde un match et il y a une action qui nous dit, à partir de là c'est bon, tu vois. Ça va bien se passer ou il va y avoir quelque chose, tu vois. Il y a toujours ce petit déclic. Et là, à partir de cette parade, je me suis dit, Iñaki, il va faire son match.
J'en suis persuadé. Ça n'a pas loupé. Et pareil pour le Bayern. Bayern, à partir de la 20e minute, j'ai vu Pedri qui a commencé à garder la balle. On a fait une sortie de balle sous pressing où Pedri, il a eu la justesse technique. On a réussi à sortir la balle et tout tranquille. Au bout de, vous regardez le temps, hein, c'est la 19 et quelques ou 20 et quelques autour de là. Et je me suis dit c'est bon, à partir de là, ça y est, on est rentré dans le match, on va faire un bon match. Ça n'a pas raté non plus, mais il y a souvent ce petit truc là. Ensuite on a Sharing Crossboy qui dit comment Flick a-t-il pu changer l'équipe en si peu de temps? Bien, il était préparé. Je pense que Flick, il est prêt depuis longtemps. Ça fait longtemps que ça parlait de l'arrivée de Flick. Xavi qui potentiellement pouvait partir ou être viré ou quoi. Xavi qui avait annoncé son départ et ça parlait déjà de Flick. Donc je pense qu'il y a eu cette préparation en amont de Flick. Bah, au final c'est un professionnel, voilà, il connaît très bien son travail, on le voit même là au Barça, je veux dire, ça me paraît clair maintenant. Puis voilà quoi, il s'est préparé, il s'est renseigné sur les joueurs de la Masia, il a regardé énormément de matchs des joueurs de la B, même des catégories inférieures, il a regardé probablement du coup énormément de matchs du Barça, il a dû identifier les problèmes, ce qui ne fonctionnait pas sur ce Barça là, lui-même il a déjà dû préparer sa tactique aussi, ce qu'il allait mettre en place avec les joueurs qu'il a à disposition. Il a dû parler au directeur sportif, au président, savoir si c'était possible d'acheter des joueurs. Il a très bien vu que non, que c'était pas possible de faire des gros mercato. Voilà, donc à partir du moment là, il a construit son équipe, il a construit son projet. Voilà, il est arrivé, il était prêt. Il était prêt. Peut-être que Xavi, par exemple, quand il est arrivé, n'était pas prêt. Au niveau de l'expérience, tactiquement, peut-être, même si au final, quand Xavi est arrivé, ça fonctionnait plutôt bien au départ. Surtout qu'il avait une équipe vraiment compliquée. Je pense qu'il était tout simplement prêt à 1000% pour faire de bonnes choses. Et ça fonctionne. Ensuite, on a Alim qui dit: est-ce que tu feras une vidéo dédiée à Flick? Il fait un boulot énorme quand même. Bah oui, il fait un boulot énorme. Je le dis à chaque vidéo. Les gars, je ne peux pas dire le contraire. Flick fait un énorme boulot, oui, dès le début, hein, je l'ai dit en plus. Hein, dès les premiers matchs, j'ai dit ce que je voyais de différent dans cette équipe du Barça et ce que Flick avait apporté. Et voilà, après, faire une vidéo dédiée à Flick, qu'est-ce que tu entends par là? Tu veux dire une vidéo tactique? Parce que au final, les vidéos tactiques, je les fais après chaque match et je montre le boulot qui est fait, quoi. En soi, j'arrive pas à saisir exactement ce que tu veux comme vidéo, je t'avoue. Dis-moi dans les commentaires. Ensuite, question de Bonga Tatou qui dit: et maintenant, est-ce qu'on peut croire à une Ligue des Champions? Alors là, on est dans l'euphorie, les amis. Hein. Là, concrètement, on est dans la totale euphorie. On vient de battre le Bayern et le Real en une semaine. Si on avait battu le Bayern et le Real, mais en un mois d'écart, ça aurait été différent. Là, on a battu le Real et le Bayern, on a battu Séville juste avant, on avait un retour de trêve, on savait que ça allait être compliqué, on enchaînait des matchs assez durs et on les a gagnés et comme je l'ai dit, on les a gagnés plus bien, on a mis 13 buts en 3 matchs, donc c'est plus que gagner, c'est martyrisé à ce niveau. Maintenant, il y a l'euphorie qui parle évidemment, mais rappelez-vous tout simplement, les gars, il faut faire attention déjà. Je veux casser le délire de personne. Je suis très heureux, on gagne et tout. Moi, je suis le premier content de cette équipe, tout ça, du niveau de l'équipe. Il n'y a pas de problème avec ça. Je tiens à rappeler, au cas où, pour que les gens essaient de garder la tête froide, en attaque, nous avons Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha qui sont monumentaux, qui sont monstrueux, qui sont pleins d'efficacité, qui marquent à chaque match. S'il y en a un qui n'est plus là, derrière, on a Ansu Fati et Pau Victor actuellement, en attendant que le grand Ferran Torres revienne de sa blessure. Mais sur le banc, on a ces joueurs-là. Est-ce que ce sont des joueurs qui apportent autant que Lewandowski, que Lamine Yamal et que Ferran Torres et que Rafinha? Pas du tout. Même pas à 2%, tu vois. J'abuse, même pas 10. Donc vraiment, il y a un écart de niveau entre l'apport, un écart d'apport, surtout d'efficacité entre les joueurs du banc et les joueurs titulaires. Au milieu de terrain, je l'ai dit, ça va. On a Dani Olmo qui revient, Gavi qui revient, Fermin qui est revenu, Frenkie qui est revenu, qui est sur la phase de retour. On a Casado, Pedri, ça fonctionne très bien. C'est parfait. On a Eric Garcia qui va pas tarder à revenir pour avoir une doublure aussi au poste de 6. Vraiment, c'est bien. Maintenant, est-ce que Eric Garcia va repasser en défense parce qu'on récupère quelques milieux? C'est une possibilité. Parce que, comme je l'ai dit aussi, la défense... Attention à la défense. S'il y en a un des deux centraux qui se blesse par malheur, on va toucher du bois évidemment. Mais derrière, on a Dominguez et c'est tout. On a Dominguez qui, comme je l'ai dit la dernière fois, est sacrément gaze. Mais peut-être qu'il va prendre confiance, peut-être qu'il pourra jouer des petits matchs et tout ça, ou des bouts de match qui sont moins gros que le Bayern et le Real évidemment. Mais voilà, c'est tout. Koundé, s'il n'est pas là, il y a Hector Fort. Hector Fort est bon, c'est bien, mais c'est Hector Fort, c'est pas Koundé. Baldé fait des très gros matchs, a enchaîné des très gros matchs là
contre le Bayern et contre le Real, c'est pas des matchs faciles. C'est des matchs où il faut faire attention, où il y a des joueurs dangereux, où des mecs comme Baldé n'ont pas l'expérience de certains. Et au final, ils sortent je vais pas dire des masterclass, mais franchement des matchs très très solides défensivement. Défensivement, je parle. Offensivement, c'est pas une dinguerie, mais défensivement, en tout cas, c'est très très solide de la part de Baldé. Si Baldé n'est pas là, on a vu qui vient à sa place, c'est Gérard Martin. Imaginez si on a 2 absents dans la défense, imaginez une défense, Gérard Martin, Dominguez, Cubarsí ou Inigo Martinez, Koundé ou Hector Fort. C'est plus la même équipe, quoi. Donc c'est pour ça que je dis, attention les gars, attention à pas s'enflammer. Moi, ce que je veux surtout, c'est que le coach arrive à bien gérer les joueurs pour pas qu'il y ait d'absence. Parce que s'il y a un absent, l'équipe, elle va un peu moins fonctionner. Alors, c'est ce dont on avait peur en début de saison aussi, avec les absences de Frenkie, de Ronald, de Christensen, tout ça. Et au final, ça a continué à très bien fonctionner. Mais il y a des limites à ça. Au bout d'un moment, si ton équipe entière, elle est plus là, tu vois le problème. On pourra pas faire de miracles non plus. Même s'il y en a eu quelques-uns de miracles. Mais trop, après, c'est compliqué. Donc, faut faire attention à ça. Je dis ça, juste. Faut faire attention. Parce que la Ligue des Champions, les amis, c'est très long. Est-ce qu'on peut gagner la Ligue des Champions? Je vous le dis concrètement, là, si on n'a aucun blessé, aucun absent, avec l'équipe comme elle est actuelle, enfin, imaginez tous les retours, tout ça, avec une équipe comme on a, sur le 11 titulaire, tout ça, en termes qualitatifs, on fait partie des meilleures équipes d'Europe. Je sais pas, je dirais pas qu'on est la meilleure équipe d'Europe, tout ça. Dans la forme actuelle, on est peut-être une des meilleures équipes d'Europe, oui. Dans la quantité ou la qualité de l'effectif total, on n'est pas la meilleure équipe d'Europe. Mais avec la forme et la qualité des joueurs, tout ça, et de comment on joue, on fait partie des meilleurs. Maintenant, il faut pas qu'il y ait d'absents, quoi. Parce qu'à partir du moment où t'enlèves un Lamine Yamal ou un Rafinha devant, déjà, tu passes d'une des meilleures équipes d'Europe à une équipe qui se débrouille bien, quoi. C'est plus la même, hein, quand même. C'est plus la même. Faut faire attention. Ensuite, il y a Moa qui dit félicitations, c'est vrai qu'on a gagné, mais l'arbitrage, faut en parler et fort. Écoutez, l'arbitrage, ça a toujours été un sujet à débat, quoi, on va dire. Il y a beaucoup de discussions là-dessus. Moi, franchement, il y a des choses qui m'ont un peu intrigué pendant ce match-là, comme dans d'autres matchs. On avait l'impression un peu qu'on n'avait pas le droit de toucher les joueurs du Real, qu'il y avait faute directe. Il y avait un peu de l'agressivité des deux côtés, de la part du Barça, qui était un petit peu agressif, et évidemment, des mecs comme Casado, qui envoyaient un petit peu, mais comme Cubarsí aussi, il y avait de la présence physique quand même. Inigo Martinez, tout ça, on sait que c'est des joueurs qui mettent un peu d'engagement. Maintenant, c'est vrai que des fois, l'impression que l'engagement, tu peux le mettre d'un certain côté et moins de l'autre. Donc voilà, l'arbitrage. Après, il n'y a pas eu de scandale en soi d'arbitrage, donc déjà c'est positif. Maintenant, c'est vrai qu'on en parle moins quand on gagne, ce qui est logique. Moins parler d'arbitrage farfelu quand on gagne, mais bon, voilà. Maintenant, comme l'a dit Flick, en vrai, enfin, je sais pas si c'est Flick qui l'a dit directement, mais c'est une info qui est sortie là, comme quoi Flick, il a dit aux joueurs d'arrêter de discuter avec l'arbitre, d'arrêter de perdre son énergie. Et comme je l'avais dit aussi, c'est la grosse différence entre Flick et Xavi, c'est qu'il n'y a plus ce combat face à l'arbitrage à chaque match, tous les week-ends, tous les 3 jours, à dépenser de l'énergie sur quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Tu ne dois pas te polluer l'esprit avec des choses comme ça que tu ne peux pas contrôler. Il faut que tu t'occupes de toi-même déjà, de ce que tu peux contrôler, de ce que tu peux changer. Il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas changer. Ça sert à rien de dépenser autant d'énergie là-dedans, parce que rien ne changera. C'est comme ça. Je suis pas en train de faire le martyr en mode on est martyrisé par l'arbitrage. Après un classico comme ça, l'arbitrage il a pas été très juste. C'est pas non plus, il n'y a pas eu de scandale, il n'y a pas eu de gros scandale. Voilà, c'est ce qui compte. Maintenant, comme je l'ai dit, voilà, vaut mieux se concentrer sur nous, les gars. Comme je l'ai dit aussi, l'arbitrage. Il fut un temps, on aurait été très frustré de l'arbitrage parce que on n'arrive pas à gagner les matchs. Et je l'ai déjà dit aussi, il faut arriver à ce que le Barça soit tellement supérieur à son adversaire qu'on n'ait plus besoin de parler de l'arbitrage comme quelque chose qui nous a empêché de gagner le match, parce que on est tellement fort que même avec un arbitrage qui parfois n'est pas en notre faveur, et quand je dis en notre faveur, c'est pas où l'arbitre est pour nous, c'est vraiment quand l'arbitre est juste en fait. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc là on arrive à être tellement fort que même si l'arbitrage est pas forcément partial, on arrive quand même à gagner le match, et largement en plus. C'est ce qui compte. Ensuite il y a, ça m'a fait rire, je fais un petit passage comme ça en 2-2, mais Cheikh Madio qui dit « J'ai failli pleurer Lolito à la fin du match tellement les émotions que nos boys nous procurent sont énormes. » Je passerai le message à Lolito du coup. T'as fait un copier-coller frérot de ta question à Lolito dans mes questions à moi, c'est magnifique. Fait rire. Donc moi j'ai failli pleurer de rire aussi. Mais oui, les émotions, oui. Je passerai le message à Lolito frérot. T'inquiète.
Ensuite, on a Yanis. Alors, c'est un autre Yanis, hein. C'est pas le Yanis fan de Rafinha, c'est un Yanis fan de Flick. Apparemment. Qui dit, penses-tu que Flick est le plus grand coach de l'histoire et pourquoi oui? Le plus grand coach de l'histoire, les amis, c'est Guardiola et de loin, de très très loin en plus. Ensuite, on a Mohamed qui dit, salut Café, salut. Comment Flick va gérer la défense avec le retour des blessés? Moi, c'est pas ça qui m'inquiète. Moi, ce qui m'inquiète, c'est si jamais il y avait des blessés encore plus. Là, ça m'inquiéterait de comment on gère la défense. Mais comment gérer la défense avec le retour de blessés? Positivement, on aura de quoi faire des rotations, tout ça. On verra la lumière du jour, quoi, j'ai envie de dire. On n'aura plus la peur au ventre de perdre un joueur à chaque match. Si tu perds un joueur, t'as un remplaçant de qualité. Là, c'est pas le cas actuellement. Donc franchement, moi, c'est pas ça qui m'inquiète. Qui va être titulaire? Je partirai sur la défense qui marche actuellement. Les blessés devront faire leurs preuves et venir et montrer qu'ils apportent vraiment une plus-value, qu'ils sont meilleurs que ceux qui sont en place. Koubarsi et Nico Martinez, actuellement, ce sont les seuls défenseurs. Mais qu'est-ce que ça fonctionne et qu'est-ce que c'est monstrueux? Pour quelle raison on devrait changer ça du jour au lendemain? Parce qu'il y a un retour, tu vois. Il faut que ce retour-là, le joueur qui revient, soit vraiment plus fort et qu'il apporte plus que ceux qui sont là déjà en place. Je trouverais ça logique. Ensuite, on a Babsni qui dit, cette équipe a-t-elle des limites? Oui, on s'enflamme. Les seules limites de l'équipe, c'est elle-même. C'est les blessés, c'est la forme de l'équipe qui peut chuter, forme physique et mentale. Voilà, moi, je pense que le plus gros adversaire du Barça, c'est le Barça lui-même ou alors le calendrier, les matchs qui s'enchaînent. C'est le plus gros adversaire du Barça parce que on va avoir des gros adversaires. Et certes, si on tombe en Ligue des Champions, qu'on tombe contre... on va avoir des matchs encore très compliqués là qui vont arriver de toute façon. Des matchs contre Dortmund ou des matchs comme ça qui sont pas évidents à jouer. Mais oui, si on tombe contre une équipe comme City, Arsenal, des équipes comme ça, on sait que ça sera pas évident. Ligue des Champions par exemple. Il y a peut-être l'Atlético Madrid, le match retour contre le Real. C'est des matchs qui sont pas évidents non plus. Même si on vient de gagner contre le Bayern et le Real, ça reste des matchs qui sont, voilà, qui sont des gros matchs. Donc ça veut pas dire qu'on va gagner obligatoirement. Les plus grosses limites du Barça, les plus gros ennemis du Barça, c'est vraiment ça. C'est la forme physique, c'est le calendrier, les matchs qui s'enchaînent. Si on arrive à ne pas avoir de blessés, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourra faire de belles choses, je pense, cette saison. Ensuite, question de Barça Nation Live qui dit question perso. Cette victoire a-t-elle guéri pour toi la déception de l'année dernière? La victoire est... Je suis très content de la victoire, tout ça, même l'enchaînement Bayern-Real et tout ça. Moi, je suis très heureux avec ces victoires-là. Ce qui va guérir, on va dire, c'est... Enfin, les mauvaises saisons, c'est de gagner des trophées, on va dire, sur la saison d'après. Si on va gagner la Liga, oui, je serai guéri. Puis après, je ne suis pas non plus en dépression de ce qui s'est passé la saison dernière non plus. J'ai été déçu de ce qui s'est passé la saison dernière, évidemment. Pour moi, on aurait pu largement mieux faire. Il s'est passé plein de choses la saison dernière, même personnellement par rapport à ma vision de supporter, tout ça, qui m'ont énormément déçu. J'en avais déjà parlé, voilà, ça a été une saison, la saison dernière, assez compliquée. J'avoue, il y a des moments où j'avais plus envie de faire de vidéos, même plus envie de regarder le Barça d'ailleurs. Mais bon, on est toujours supporter quand même et voilà, on vit quand même le truc. Mais du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris un peu plus de recul maintenant. Parce que je pense qu'en tant que youtubeur Barça, voilà, il vaut mieux que je prenne un peu plus de recul pour moi. C'est mieux comme ça. Pour la qualité de mes vidéos, je pense. Pour être moins dans l'émotion, plus dans l'objectivité ou la réflexion ou avoir ce recul suffisant pour parler plus avec la tête qu'avec le cœur. Parce que ça m'est arrivé par le passé de parler plus sous l'émotion et il y a des choses que tu vas dire des fois sous l'émotion, que tu vas mal dire, tu vas mal t'exprimer et voilà, et puis après ça peut se retourner contre toi ou toi-même te dire bah j'ai dit là c'était un peu n'importe quoi. Donc mais bon, c'est comme ça aussi qu'on apprend, j'ai envie de dire. Mais ouais, du coup maintenant je vis les matchs. De toute façon depuis que j'ai ma chaîne YouTube, donc ça fait maintenant 3 ans, un peu plus. Depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, déjà, j'ai changé ma manière de voir les matchs, de vivre mon côté supporter. Alors, de temps en temps, tu vis toujours ce truc-là quand tu vas au stade, voir les matchs ou dans certaines affiches de Ligue des Champions, des trucs comme ça où tu vas vraiment vibrer, tu vas vivre les choses à fond. Mais en général, quand même, depuis que j'ai ma chaîne, depuis 3 ans, j'essaie de prendre plus de recul, de vivre le truc autrement. D'avoir aussi ce recul suffisant, comme je l'ai dit, pour pouvoir faire des débriefs aussi de qualité, tu vois, t'es un petit peu obligé. Et voilà, il y a des moments où la défaite qui s'enchaîne, la négativité autour du club, autour du coup de ma chaîne, forcément, parce que les supporters
sont déçus aussi, sont mécontents. Il y a toute cette négativité aussi que moi je vois, que je ressens à travers ma chaîne, quoi. Et donc forcément, moi aussi, ça m'impacte sur mon contenu, sur mon mental, on va dire. Voilà, il y a des moments qui sont plus difficiles. Donc est-ce que j'ai guéri en une seule victoire de la saison dernière? J'ai déjà tourné la page de la saison dernière. Donc je sais pas si je suis guéri ou pas, mais je vais pas rester une plombasse déçue d'une saison. Voilà, je suis très content si la saison, là, pour le moment, elle se passe bien, donc je suis très heureux. Et si on gagne des trophées, si on gagne la Liga, juste la Liga, déjà, je serais très heureux. Comme je l'ai été quand on a gagné la dernière Liga, hein. Je ferai la parade, j'irai voir le bus qui tourne dans la ville et tout ça, et j'en serai très heureux. Mais voilà, on verra avec le temps. Mais maintenant, j'ai une manière, je vais essayer en tout cas, ou j'essaye d'avoir une manière différente de vivre les matchs pour faire un meilleur contenu, tout simplement. Ensuite, il y a Aliou Tiano qui dit « Mais s'il te plaît, comment Xavi n'avait pas vu Casado, lui qui réclamait un 6 toute la saison ?» Je ne sais pas, les gars. Je sais pas quoi vous dire. Moi, je vous l'ai dit la saison dernière, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi Casado n'est pas essayé. Et je l'ai déjà dit, Casado, moi j'ai dit qu'il fallait l'essayer. Pas plus que ça. J'ai pas dit qu'il fallait le mettre titulaire, qu'il allait être monstrueux, que ça allait être le regen de Kimmich ou je ne sais qui. Mais je trouvais qu'il faisait des bonnes choses avec la B. On manquait d'un 6 de qualité. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer Casado? Xavi ne l'a pas fait. Il a mis Casado, il l'a fait débuter dans un match quand même. Il a dû faire peut-être 2-3 matchs, Casado, la saison dernière. Je sais plus, il avait débuté, je crois, en Ligue des Champions contre, plus le nom de l'équipe, mais c'était des Belges, je crois. Donc voilà, mais c'est vrai que quand on voit là la saison de Casado, il est excellent. Il est excellent. Alors on peut souligner aussi Flick qui l'a mis dans les bonnes conditions et qui a fait que qui performe. Mais Casado performait aussi déjà sous Marquez. Et puis Casado l'a dit récemment. Il a remercié aussi Marquez qui lui a mis en confiance, qui l'a fait progresser. Mais c'est vrai que Marquez a eu un énorme impact aussi sur certains joueurs la saison dernière. Même Pau Vitor d'ailleurs. Hein. Pau Vitor qui a fait une très bonne saison la saison dernière, qui a vraiment monté en puissance toute la saison. C'est grâce à Marquez aussi, forcément. C'était son coach. Et puis voilà, d'autres joueurs évidemment. Mais oui, Casado performait vraiment avec la B. Il performait en 3e division, donc on pouvait se dire oui, c'est la 3e division, donc il fera pas forcément la même chose avec l'équipe A. Et au final, il s'est révélé être un très bon joueur sur qui on peut compter. Mais il a le mental, je l'avais dit ça. Je l'avais dit surtout, c'est surtout ça. Je pense qu'il est prêt à jouer avec la A parce qu'il a le mental pour. Parce qu'il y a des joueurs qui ont un potentiel, qui ont le talent pour bien jouer. Tu dis, il peut peut-être faire partie de l'équipe première parce que il a ce petit talent en plus, tu vois. Il a cette qualité-là qui nous manque. Voilà, mais des fois, le joueur n'a pas le mental, n'est pas prêt mentalement pour performer comme il performe avec la B, performer de la même manière avec la A. Parce que ce que montre là Casado, il l'a déjà fait avec la B. C'est des matchs comme ça qu'il faisait tous les week-ends. C'était lui le patron au milieu, c'est lui qui grattait tous les ballons, c'est lui qui orientait le jeu, c'est lui qui guidait tout le monde sur le terrain, c'était lui le leader, le capitaine, tout ce que tu veux. Quand tu vois ce mec-là qui lead tout le monde vraiment, qui guide tout le monde sur le terrain, tu te dis il est prêt mentalement à jouer au plus haut niveau, quoi. Là, il a démontré que oui, on est content. On est content. Maintenant, pourquoi Xavi ne lui a pas fait confiance, ça restera un grand mystère. Je n'ai jamais compris pourquoi et je ne comprendrai jamais pourquoi. C'est comme ça. Ensuite, il y a Rima qui dit c'est quel genre de sorcellerie ça? C'est ça. Ce sera toujours la Masia qui sauvera le club. Ouais, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, en début de vidéo, la Masia. Notre réussite passera aussi par la qualité de notre formation. Et donc de la Masia. Ça va de pair avec ce club. On finit avec la frite, le meilleur pour la fin, le El Grande, la fritelle. La frite qui me dit, c'est le Barça qui est fort ou la Liga qui est nulle? Ah oui, j'ai vu tes histoires là. Je te connais la frite, je te connais. Mais pour répondre un petit peu à ça sérieusement, parce qu'il faut aussi être sérieux des fois, la frite, tu devrais essayer. Mais le Barça est très très fort, effectivement, puisqu'on vient de mettre une rouste aussi au Bayern. Mais est-ce que la Liga a vraiment baissé son niveau? Oui, les gars. On peut pas dire que la Liga est plus forte. Je ne sais pas si la Liga est aussi forte que la Première Ligue. Tu vois, par exemple, si le Barça était en Première Ligue, est-ce qu'on serait premier? Est-ce que ce serait beaucoup plus compliqué? Sûrement, il y a quand même plus de grosses équipes en Première Ligue, ça a toujours été ça. Maintenant, c'est un peu différent, les temps, ils ont un petit peu changé. On voit Manchester United, par exemple, qui sont peut-être 13e, Ten Hag qui vient de se faire virer aujourd'hui. Donc les choses changent, effectivement. Il fut un temps, Manchester United raflait tous les ans la Première Ligue. Mais la Première Ligue, quand même, t'as Arsenal, Liverpool, City, Manchester United, bon, quand ils veulent. Chelsea, il y a des équipes quand même, fut un temps, Tottenham qui était beaucoup plus compliqué à jouer peut-être, mais qui reste une bonne équipe. Voilà, nous en Liga, on sait qu'il y a le Barça, le Real, l'Atlético un peu en dessous et puis c'est tout. Ça s'arrête là, concrètement. Mais est-ce que la Liga a vraiment baissé de niveau? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y avait ce débat-là quand on a été champion.
La dernière fois qu'on a été champion, on disait que la Liga était faible, c'est pour ça qu'on avait été champion. Même les supporters du Barça disaient ça. Hein. Et puis après, la saison d'après, c'était peut-être différent, je ne sais pas. Mais tous les années, ça change. Ça dépend de la vision de chacun. Mais il y a quand même des matchs qui sont pas faciles. Et je trouve surtout, sans parler de niveau de Liga, que la manière dont jouent certaines équipes, c'est un petit peu mieux, je trouve. Quand on voit un Girone qui... bon, alors là, cette saison, c'est compliqué, mais la saison dernière, Girone était très fort et proposait du beau football. Il y a certaines équipes, il y avait des petites équipes comme Las Palmas aussi, qui venaient de monter, qui proposaient un beau football. Las Palmas qui a battu Girone ce week-end, si je dis pas de bêtises, ou le week-end dernier, mais là, récemment, là, ils ont battu Girone. Donc, il y a des équipes de Liga qui essaient de proposer du football. Regardez Osasuna, la dernière fois, qui nous avait battu 4-2. Il y a du football qui est proposé. C'est pas uniquement des équipes qui posent le bus, quoi. Il y a certaines équipes qui ont envie de jouer au foot et ça c'est honorable. C'est honorable. Maintenant, la Liga, ça a toujours été ça, les gars. Sauf il y a dans début des années 2000, il y avait Valence qui était dans le débat. Il y a toujours eu un peu Bilbao dans l'histoire de la Liga qui était une bonne équipe. Séville, voilà. Mais en soi, quand même, sur les 20 dernières années, même peut-être plus, c'est Barça, Real et il y a les autres derrière. L'écart est trop grand entre ces deux équipes et le reste de la Liga. C'est une surprise pour personne, je ne l'apprends à personne, je pense. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait 1 heure que j'enregistre, donc je pense que j'ai fait un peu le tour, je suis un peu lessivé. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ma vidéo vous a plu. Merci à tous pour les questions. À la prochaine.